Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Dash News et c'est notre rendez-vous hebdomadaire Moi Femme. Pour cette semaine, nous parlons de coaching féminin. Coaching féminin de plus en plus mis en valeur par des coachs, mais aussi des organisations et autres entreprises. L'accompagnement des femmes, on va comprendre l'engouement autour du coaching féminin. Est-ce que ce coaching féminin répond à un besoin sociétal? Pour en parler, nous retrouvons du côté de Paris en France avec beaucoup de plaisir Sonia Enama. Bienvenue Sonia. Merci à toi Adrienne pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir et surtout, je tiens à rappeler que vous êtes coach en organisation, en efficacité personnelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur la tâche que vous avez justement auprès des femmes? Alors oui, Adrienne, comme vous le dites, je suis consultante et coach en organisation, en efficacité personnelle et en gestion du temps. Donc j'accompagne des femmes, on le sait. Aujourd'hui, on vit dans une société qui va un peu dans tous les sens, où il y a une exigence quelque part de la performance. Et à côté de ça, on a aussi une multitude de distractions qui finalement vont nous empêcher d'avancer dans nos projets, dans ce qu'on veut réellement faire. Donc, j'accompagne des femmes qui se sentent extrêmement débordées. La plupart sont souvent limite au burn-out. Je les accompagne comme ça à mettre en place un système d'organisation qui va leur permettre de mieux se recentrer sur des choses qui sont réellement importantes pour elles. Et pour celles qui ont une vision, des objectifs à atteindre, on travaille là-dessus pour qu'elles puissent mettre en place un plan d'action et réaliser ces objectifs-là. On peut comprendre en d'autres termes que vous aidez les femmes à se réaliser, mais est-ce qu'on peut penser que ça ne s'applique qu'aux femmes qui ont besoin de faire carrière? Non, pas du tout, parce que j'ai des mamans, j'ai des mompreneurs, j'ai des mamans au foyer, justement, qui se sentent débordées dans leur quotidien. On le sait, même quand on fait le choix d'éduquer ses enfants, qui est une cause noble, on sait à quel point ça peut être prenant au quotidien dans tout ce qui est activité, tout ce qui est répartition des tâches, tout ce qui est tâches domestiques. Et parfois, il y en a qui se retrouvent submergés dans ce quotidien-là. Il n'y a pas que... Personnellement, je n'accompagne pas que des femmes qui sont carriéristes ou qui ambitionnent de pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le coaching féminin est carrément une discipline? Parce que il y a encore quelques années, ce n'était même pas à l'ordre du jour. L'engouement autour est tout à fait récent. Et comment comprendre justement quelles sont les raisons de cet engouement-là? Et est-ce que ça répond finalement à un besoin sociétal? C'est pas forcément le coaching féminin en lui-même, c'est plus, moi je parlerais plus de développement personnel, de la démocratisation de tout ce qui est développement personnel. C'est vrai que outre-Atlantique, ce sont des choses qui se faisaient déjà. C'est vrai que côté Occident, côté Afrique, on découvre le développement personnel et il y a un certain engouement. Maintenant, le focus du coaching féminin, je pense que les femmes veulent créer aussi une certaine émulation, créer des synergies entre elles. Pour moi, c'est pas vraiment le coaching féminin en tant que tel, c'est plus l'essor du développement personnel, la démocratisation du développement personnel, qui est pour moi, c'est vraiment un atout majeur. Quand on s'y plonge et quand on découvre vraiment cet univers-là, on se rend compte de plein de choses qu'on est en capacité de faire par soi-même. Et c'est vrai que parfois, on ne le sait pas toujours. On a peut-être besoin d'une aide extérieure, on a peut-être besoin de professionnels qui vont comme ça créer un déclic à travers des techniques de coaching, du questionnement et
finalement, on va trouver en soi des solutions à nos propres problèmes. Le coaching apparaît alors comme un moyen d'accompagner les talents féminins. Maintenant, dans votre approche, est-ce que si on prend l'Afrique et l'Occident, vous avez des approches différentes, même si ça reste, vous adressez toujours à des femmes? Est-ce que les approches sont différentes? Et pourquoi? Bien sûr que les approches ne peuvent pas être identiques. Pourquoi? Parce que on part, voilà, en termes de culture, c'est complètement différent. Quand je travaille avec des femmes issues d'une culture africaine, des femmes africaines, parce que j'accompagne des femmes qui sont au Cameroun, j'accompagne des femmes d'origine africaine ici en Europe, il faut tenir compte de la culture, de l'éducation qu'on a reçue. Parce que en tant que femme, on a reçu une certaine éducation. Toute petite, on sait, par exemple, au niveau de son foyer, je suis épouse, je suis maman, généralement, on sait qu'une femme doit pouvoir tout supporter, une femme doit être discrète, une femme ne doit pas se plaindre. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte quand on accompagne les femmes, par exemple, issues d'une culture plutôt africaine, comparée à celles qui sont aux occidentales, si je puis m'exprimer comme ça. Est-ce qu'on peut sous-entendre, Sonia, avec vos explications, que la femme, par exemple, africaine, est moins libérée? Du moins, la parole? La parole est moins libre. La parole est moins libre de par l'éducation. On le sait très bien. Moi, j'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 18 ans. On sait que les enfants, généralement, peut-être ça a beaucoup changé depuis, mais à une certaine époque, on ne laisse pas vraiment la possibilité aux enfants de s'exprimer tel qu'ils le souhaitent. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de barrières. C'est culturel et ça peut être très bien parce que il y a le respect des aînés. On ne peut pas s'adresser à un aîné n'importe comment. Je vais te prendre un exemple, Adrienne. En Afrique, notamment au Cameroun où j'ai grandi, on sait pertinemment que quand on regarde un aîné en face, ça peut être considéré comme un manque de respect. Ah ça? A contrario, ici en Europe, quand un enfant ne regarde pas une personne qui s'adresse à elle, là, c'est considéré comme un manque de respect. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir compte justement de toutes ces subtilités-là, de toutes ces différences-là dans l'accompagnement. Vous êtes coach en organisation, en efficacité personnelle, mais vous avez opté pour une approche genrée. Est-ce que vous ne courez pas le risque d'être accusé de discrimination? C'est arrivé, on imagine. Pas du tout. Je n'ai pas opté pour une approche genrée. Je pense que le coaching au féminin, là, je pense que vous avez dû voir des visuels sur une conférence à laquelle je vais participer. J'ai accompagné des hommes en organisation. Je ne fais pas un focus vraiment sur les femmes, même si, voilà, la plupart du temps, ce sont les femmes qui viennent vers moi, mais c'est pas le message. Les femmes semblent plus impactées par les risques psychosociaux. Pardon? Je dis, les femmes semblent être plus impactées par les risques psychosociaux. Pas forcément. Le problème, c'est que les hommes parlent moins, l'expriment moins. Donc, voilà, les femmes, à ce niveau-là, à partir du moment où elles se sentent en confiance, elles vont libérer la parole, elles vont s'exprimer. Après, je ne peux pas dire qu'elles sont plus sujettes à des risques psychosociologiques. Moi, je trouve que les hommes s'expriment moins là-dessus. Vous arrivez aujourd'hui carrément à amener des femmes à améliorer leur estime de soi. Est-ce que la question de l'estime de soi varie selon les classes sociales?
Je ne suis pas coach en estime de soi, Mm. je tiens à le préciser. Mm. J'ai une casquette de consultante et coach en organisation, hein, tout Mm. ce qui est efficacité personnelle et gestion du temps. C'est vrai que pendant mes accompagnements, pendant qu'on travaille justement sur l'organisation, comment mettre en place différents outils pour finalement se faciliter la tâche au quotidien, essayer d'équilibrer. Une fois qu'on arrive à atteindre un certain rythme, les personnes que j'accompagne se sentent en confiance. Je ne suis pas, j'ai pas la casquette de coach en estime de soi, j'ai pas cette prétention-là, mais je vois effectivement que quand on arrive à toucher comme ça du doigt ce qui ne va pas et que avec le coaché ou la coachée, on trouve la solution, finalement, la personne finit par être valorisée. Donc voilà, je pense que ça aide. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut facilement dissocier ou bien les deux vont de pair, coaching féminin et leadership féminin? Je pense qu'on peut dissocier, on peut dissocier les deux. Le leadership, on est plus sur l'approche du leadership qui va mettre en avant des qualités, des compétences et des perspectives uniques de femmes. Là, on est vraiment sur du leadership féminin. Le coaching, je ne pense pas... Je ne sais pas comment, pour moi, il faut vraiment dissocier les deux. Il y a d'une part le leadership et il y a d'autre part le coaching au féminin où on va comme ça aider les femmes à partir d'un point A à un point B, à les aider à trouver en elles des solutions finalement aux problématiques qu'elles peuvent avoir. Regardons un peu à partir de votre expérience, on va se pencher un peu sur le leadership féminin en Afrique subsaharienne. Quel est le regard que vous avez? Alors, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Je dois vous avouer en toute honnêteté que j'ai beaucoup vécu en Europe sans vraiment me tourner vers l'Afrique, sans vraiment me tourner vers ce qui se passait en Afrique avant, je dirais, il y a 4-5 ans. Et quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'Afrique, à ce qui se passe, à comment les choses évoluent, j'étais agréablement surprise par toutes les initiatives qu'il y a aujourd'hui en Afrique et notamment des initiatives de beaucoup de femmes. Et ça crée comme ça une certaine émulation, ça crée une inclusion. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, je suis vraiment admirative de tout ça. Le coach ici est perçu comme un guide. Et l'engouement autour du coaching est décuplé grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est à s'y perdre. Est-ce qu'il y a des risques? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif aussi de cette émission, c'est d'amener les femmes sous le ciel du continent africain à démêler le vrai du faux. Et vous-même, en tant que coach, est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans ce foisonnement? Tout le monde peut se lever un matin et devenir coach. Tout à fait. Je comprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui... elles ont certainement des compétences. On voit de plus en plus passer des personnes qui s'autoproclament coach. Donc moi je pense que quand on décide de choisir une personne qui va nous accompagner, notamment si on se tourne vers les réseaux sociaux, la première démarche, c'est déjà de voir quelle est la spécialité de la personne,
quelles sont les preuves sociales, hein, ça a aussi de son importance. Donc, dissocier le vrai du faux, aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais il faut vraiment se fier au bouche à oreille aussi, ne pas hésiter à aller regarder le profil de la personne et puis la spécialité aussi. On ne peut pas s'autoproclamer coach et avoir travaillé sur plusieurs domaines en même temps parce que c'est pas possible, on s'y perdrait et je pense que les personnes qu'on accompagne aussi peuvent s'y perdre. Donc je comprends, hein, mais effectivement, voilà, on a l'impression que c'est une tendance aujourd'hui, mais effectivement, il faudrait faire attention à ne pas tomber dans l'effet pervers de tout ça, parce que un coach, si il mène très mal ses accompagnements, on peut se retrouver avec des gourous, on peut se trouver avec de la manipulation, hein, ça existe, donc il faut vraiment faire attention. Une autre question, est-ce que justement maintenant le coaching peut accompagner un changement de perception de rôle social et professionnel des femmes particulièrement? Je pense que oui, parce que le coaching permet un travail personnel sur soi-même. Ça permet une introspection. On peut avoir des personnes qui, notamment des femmes, là on parle en l'occurrence des femmes qui ont manque de confiance en soi, qui ont peut-être vécu des choses assez difficiles, qui ont des blessures, toutes sortes de blessures, hein, notamment émotionnelles. Et grâce à un accompagnement, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on travaille, quand on a la chance de tomber sur quelqu'un de professionnel qui va vraiment nous aider, hein, à déconstruire certaines choses et à trouver la solution finalement en nous, on peut arriver à des résultats incroyables. Et qui vont apporter un changement, que ce soit dans la vie personnelle de la femme, de la coachée, et même dans la vie professionnelle. Et à ce jour, vous allez prendre part d'ici le mois de novembre, sauf erreur de ma part, à justement une rencontre du côté de la France. Quelle est la raison d'être de cette rencontre-là? Alors, la conférence, c'est vraiment coaching au féminin. C'est à l'initiative hein, d'une coach gabonaise, la coach Diane Mombo, que je salue d'ailleurs. Donc, elle avait déjà lancé cette initiative-là au Gabon, en sachant qu'il y aura une prochaine édition au Rwanda également. Elle a souhaité poser ses valises à Paris pour une édition parisienne. L'idée, c'est vraiment coaching au féminin, c'est du coaching par les femmes, pour les femmes. Pour cette conférence-là, on aura 3 thématiques majeures. L'estime de soi, avec la coach Diane Mombo, toute la partie équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, hein, voilà, c'est moi qui vais intervenir à ce niveau-là, et on aura une motivatrice hein, qui, elle, est plutôt axée leadership féminin. Il s'agit de Charlotte Libock. Existe-t-il, par exemple, bon, toutes les femmes n'auront pas la possibilité d'assister à cette rencontre en France, mais grâce à cette émission, peuvent bénéficier des conseils. Maintenant, lorsqu'on parle d'équilibre professionnel et équilibre vie privée, quels sont les préalables pour une femme pour arriver à ce stade-là? Parce que ce n'est pas toujours évident. Ah oui, tout à fait. La première des choses, c'est déjà de déconstruire certaines choses. L'équilibre, essayer d'équilibrer vraiment au sens où on l'entend, c'est un mythe parce que on ne peut pas se cloner. On est Adrienne qui est là en studio, c'est la même Adrienne qu'on va retrouver à la maison, qui va s'occuper de ses enfants, de son compagnon.
Et généralement, il arrive que on porte sur soi tout ce qui s'est passé au travail, on va le porter à la maison, ou alors à l'inverse, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficultés, problématiques à la maison, on va les ramener également au travail. Il faut déjà commencer par déconstruire l'idée selon laquelle il faut vraiment compartimenter les différentes facettes de vie. Parce que pour moi, c'est un leurre. En partant du principe que on est une personne unique avec ses différentes facettes de vie et qu'on doit pouvoir jongler finalement. L'image, la métaphore que j'aime bien utiliser par rapport à l'équilibre, c'est celle à la fois d'un vélo et d'une table. Une table à son équilibre, elle est statique. À côté de ça, on a un vélo sur lequel on va pédaler, on est en équilibre, mais en même temps, c'est quelque chose qui bouge, ça peut évoluer, ça peut dépendre de l'environnement dans lequel vous évoluez, ça va dépendre de votre conjoint, de vos enfants. Donc, ça dépend de plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième des choses, c'est de dire que réussir à harmoniser finalement tout ça, c'est possible. Ça reste possible, mais à condition de se faire aider, à condition de mettre en place des choses qui vont nous faciliter la vie, se faire aider. En Afrique, par exemple, on a la chance d'avoir autour de soi la famille, on a la chance d'avoir des ménagères qui peuvent nous aider, ce qui n'est pas toujours le cas pour nous ici où ça coûte extrêmement cher de pouvoir avoir une aide ménagère. Mais quand on peut se le permettre, ne pas hésiter à déléguer, ne pas hésiter à se faire aider. Et puis aussi, voilà, je parlais d'organisation. Il faut forcément s'organiser sans toutefois devenir un robot. Nous ne sommes pas des warriors. Et justement, et ce que je dis Sonia, toujours aux femmes, oui, justement, sur vos réseaux sociaux, vous aimez à le répéter, il faut savoir appeler à l'aide, demander de l'aide. C'est pas synonyme d'être moins fort. Oui. C'est pas signe de faiblesse. Et il faut accepter à un moment donné de lâcher prise. Il faut arrêter de culpabiliser. C'est pas grave en soi si le lit n'est pas au carré bien comme il faut, parce que je me retrouve souvent en séance avec des femmes qui sont assez perfectionnistes. Et donc, quand tout n'est pas balisé comme elles le souhaitent, ça ne va absolument pas. Ce qu'elles ignorent, c'est que ça crée de la charge mentale. C'est que vous allez partir au travail avec toute cette charge mentale-là et ça ne va pas aider au travail. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça pour réussir à équilibrer, à harmoniser, parce que vraiment pour moi, équilibrer, c'est un peu un abus de langage. J'aime mieux utiliser harmoniser. Pour réussir à harmoniser tout ça, il faut déjà être OK sur le fait que nous ne sommes pas des warriors. Nous ne sommes pas faites de fer. Homme comme femme, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de se dire que, voilà, même si moi je suis coach en organisation, je prône le fait de toujours faire des to-do list, mais je fais attention à toujours dire, c'est pas grave, il ne sert à rien de faire des to-do list à rallonge avec 50 000 tâches et finalement, le simple fait de la regarder nous démotive. Le mieux, c'est de prioriser, c'est de se dire, OK, je vais choisir 3-5 tâches importantes pour moi aujourd'hui, cette semaine, ce mois, et je vais vraiment faire tout mon possible pour pouvoir les réaliser. Et c'est en ça qu'on est fier finalement de ce qu'on a accompli. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on n'est pas... généralement, on n'est pas satisfait en fait de ce qu'on accomplit au quotidien. On a tendance
à attendre d'accomplir de grandes choses pour se rendre compte qu'on finalement on avance dans notre vie. Mais non, ce que je dis toujours, c'est de se récompenser. C'est vraiment d'être fier de soi, hein, dans des petites réalisations, dans des petits accomplissements. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement à avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Et ça, je le prône au quotidien. Mais c'est possible. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Dans tous les cas, on retient simplement qu'un pas après un autre, et chaque pas est un succès en soi. Le coaching a vocation à traiter une demande en prenant en compte la singularité de chaque être humain. Non, restons dans une logique genrée. Est-ce que les femmes sont plus prédisposées à avoir une charge mentale plus exacerbée face aux demandes de la société? Oui, tout à fait. Ça, c'est. Récemment, j'ai encore lu une étude là-dessus. Oui, les femmes portent sur elles, hein, elles ont comme ça plus de charge mentale que les hommes. Pourquoi? Parce que elles pensent beaucoup. On a ce truc-là en nous, c'est qu'on va penser à 40 000 choses en même temps. On est au travail, on va penser à ce qui se passe à la maison, on va penser à ce qui se passe au travail. On veut faire plusieurs choses en même temps, on a des journées simultanées et donc autant de choses qui font en sorte que la charge mentale est de plus en plus forte du côté des femmes. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, quand on a la chance d'être bien entouré, quand on a la chance d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, d'avoir des amis qui peuvent nous aider, il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur cette personne aidante-là, hein, pour nous décharger un peu. Et surtout, accepter, apprendre à lâcher prise. Voilà, c'est Sonia Enama. Je tiens à rappeler que vous êtes coach en organisation, en efficacité personnelle et en gestion du temps. Et peut-être qu'on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir, ce sera le 25 novembre prochain pour un coaching au féminin, une conférence inspirante pour les femmes, par les femmes, pour toutes les femmes ambitieuses. C'est le moment de briller. Vous insistez sur ambitieuse. Pourquoi? Ambitieuse pour soi-même, pas forcément au niveau professionnel. C'est d'avoir la vision pour ses objectifs personnels. C'est bien, en tout cas, on vous retrouvera pour cette conférence aux côtés de votre invitée d'honneur, Charlotte Liber, qui est la fondatrice de Afrique Grenier du Monde, promotrice de FAGEM, conférencière, activatrice du leadership féminin et de l'épanouissement humain, tout comme Diane Mombo, coach en développement personnel, initiatrice de la conférence coaching au féminin. C'est dommage, on ne pourra pas avoir la possibilité d'avoir en ligne, sinon on aurait vivement recommandé cette conférence aux femmes parce que moi, femme, sur Dash News, milite pour le leadership féminin en Afrique et même au-delà. Nous avons une approche genrée, on ne baisse pas les yeux, on a notre positionnement et on est fiers de promouvoir, d'offrir cette plateforme aux femmes qui sont ambitieuses, pas uniquement professionnellement parlant, comme vous l'avez dit Sonia, mais des femmes qui sont fières d'être femmes et qui existent en tant que telles. Sonia, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée. Merci à vous, Adrienne, pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cet autre numéro de Moi Femme sur Dash News. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours seulement. Ça passe très vite.